Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un dossier vraiment passionnant, l'industrialisation en Afrique, et on va regarder de très près le cas du Togo. On a plusieurs documents sous les yeux, des analyses sur le commerce africain, des rapports assez pointus sur l'industrie des produits de nettoyage, on verra que c'est plus stratégique qu'on pense, et puis une proposition assez audacieuse, je trouve, pour lancer une dynamique industrielle au Togo, et on a même un parallèle historique avec la Turquie pour éclairer tout ça. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre les enjeux, les opportunités, quelles leçons on peut tirer de ces différentes approches. Allez, on plonge directement dans le contexte économique global. Oui, et d'emblée, les sources insistent beaucoup sur l'importance de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZECAf, AFCFTA en anglais. C'est un projet monumental, hein. L'idée, c'est de créer le plus grand marché unique au monde. Ça rassemble la majorité des 55 pays de l'Union africaine. Elle a été lancée officiellement début 2021. Le secrétariat est basé à Accra, au Ghana. D'accord. Et l'objectif principal, si j'ai bien suivi, c'est vraiment de dynamiser le commerce entre les pays africains, parce que c'est vrai que ce commerce intra-africain est étonnamment faible par rapport aux échanges avec l'Europe ou l'Asie, par exemple. C'est exactement ça. C'est le nerf de la guerre. Pour y arriver, la ZLCAF a plusieurs objectifs. D'abord, supprimer les droits de douane, progressivement, sur à peu près 90% des produits échangés. Et puis, très important, s'attaquer à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Ah oui, les fameuses barrières non tarifaires. Voilà. Les délais à la douane qui n'en finissent pas, la paperasse administrative qui peut être décourageante, ou parfois même des normes sanitaires un peu utilisées comme prétexte, disons. Et il y a aussi la volonté de faciliter le commerce des services et même la circulation des travailleurs qualifiés. Tout ça pour aboutir à quoi? À ce marché unique africain. Plus de 1,4 milliard de personnes. Un PIB combiné qui dépasse les 3,4 trillions de dollars. C'est colossal. Colossal, oui. Les chiffres de la Banque mondiale qui sont cités donnent le vertige. On parle de potentiellement 30 millions de personnes qui pourraient sortir de l'extrême pauvreté d'ici 2035 et une augmentation des exportations intra-africaines de plus de 80%. C'est énorme, surtout dans le secteur manufacturier. Le potentiel est là, c'est clair. Mais attention, cette ZECAf, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie aussi sur des blocs régionaux qui existent déjà, comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dont le Togo fait partie d'ailleurs. Exactement. Le Togo et 14 autres pays. Et la CEDEAO, elle a un peu les mêmes buts. L'intégration économique, la libre circulation. Elle vise aussi un tarif douanier commun vis-à-vis de l'extérieur. C'est une sorte de mini-ZECAf, si vous voulez. D'ailleurs, il y a un chiffre intéressant dans les sources pour 2023, juste pour la CEDEAO. Le marché des importations de produits de nettoyage, c'est environ 440 millions de dollars. Et celui des produits plastiques, presque 3,7 milliards de dollars. Ça donne une idée de la taille de la demande régionale pour ces produits de base. Absolument. Une demande énorme. Et c'est là qu'on va zoomer sur le Togo. Parce que les documents, ils analysent les chiffres du commerce togolais sur les 10 dernières années, jusqu'en 2023. Et le constat est quand même préoccupant. Il y a un déficit commercial structurel chronique. Rien qu'en 2023, il approchait les 2 milliards de dollars. 2 milliards. Et ce déséquilibre, il est particulièrement fort sur des produits très concrets qui touchent le quotidien ou la production, n'est-ce pas? Les chiffres de 2023 sont assez frappants. Bon, il faut préciser qu'un rapport mentionne une possible confusion de données avec le Zimbabwe, mais si on s'en tient aux chiffres clairement attribués au Togo, pour les produits de nettoyage, c'est le code douanier HS34, on a 114 millions de dollars d'importation. Et en face, à peine 1,3 million d'exportation. C'est un déficit net de 113 millions. Et le plus incroyable, 99% de ce qui est importé est consommé localement. Oui, c'est un ratio impressionnant, quasiment 100 contre 1. Et l'histoire se répète, pour les produits en plastique, le code HS39. Là, on est à 322 millions de dollars importés pour seulement 10,7 millions exportés. Le déficit, 311 millions. Et pareil, 97% de ces importations sont pour le marché local. Ça dessine une dépendance très très forte vis-à-vis de l'extérieur. Oui, et ce n'est pas seulement pour les biens de consommation. Le secteur des machines et équipements, code HS84, c'est plus de 1,2 milliard de dollars d'importation pour seulement 24 millions d'exportations.
Même les machines agricoles, le code HS 8432, qui sont pourtant vitales pour l'économie, elles affichent un déficit. 90% des importations de machines agricoles sont pour le marché togolais. Donc on importe massivement les produits finis et les outils pour produire. C'est exactement ça. C'est le cœur du problème, je pense. Une dépendance à la fois sur les biens de consommation essentiels, mais aussi sur l'équipement productif lui-même. Ça montre bien qu'il y a une base industrielle locale qui est peu diversifiée et qui transforme peu les matières premières. Et en parallèle, les documents rappellent que l'économie togolaise repose encore beaucoup sur l'agriculture et les mines pour l'emploi. Plus de la moitié de la population active travaillait dans l'agriculture en 2022. Mais le taux de chômage reste un problème majeur, surtout chez les jeunes. Et les jeunes y représentent une part très importante de la population totale, qui est de 9,2 millions d'habitants. Les estimations du chômage varient entre 11,5% et près de 16%. C'est un schéma assez classique, malheureusement, de dépendance économique du JR. Fortes importations, faible diversification industrielle locale et une concentration de l'emploi dans les secteurs primaires, qui transforment peu. Même les investissements directs étrangers les IDE. Bon, une source indique qu'ils ont augmenté, atteignant 0,59 milliards de dollars en 2023, ce qui est positif en soi, mais ils restent relativement faibles et vont souvent vers le secteur minier. Ça ne suffit pas à impulser une industrialisation vraiment large. D'où l'urgence, qu'on sent bien dans les documents, de réfléchir à une stratégie de développement endogène, qui parte des capacités locales. Et justement, face à ce diagnostic, il y a une proposition qui émerge que je trouve vraiment intéressante et concrète, la création d'une école de fabrication au Togo. L'originalité, c'est qu'elle se concentrerait au début sur deux secteurs bien précis, les produits de nettoyage et les plastiques. Et l'approche est très pragmatique, former des entrepreneurs locaux par la pratique. Oui, c'est l'idée du learning by doing, apprendre en faisant. Une des sources donne même les détails d'un business plan, assez précis d'ailleurs. Les étudiants entrepreneurs, comme ils les appellent, recevraient une formation théorique, bien sûr, mais passeraient très vite à la production concrète. Il y a une liste de 11 types de produits nettoyage et plusieurs gammes de produits plastiques. Recyclage, injection, soufflage. Et donc on apprend à faire du savon et la bouteille en plastique qui va avec, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée de synergie. Mais ça va plus loin. Le plan prévoit qu'ils soient aussi impliqués dans la commercialisation, la vente de ce qu'ils produisent. L'idée sous-jacente, c'est que l'école pourrait à terme s'autofinancer grâce aux revenus de sa propre production. C'est un modèle intégré et assez ambitieux. Attendez, une école qui s'autofinance en vendant ses produits, dès le départ, c'est quand même assez radical comme approche. Comment est-ce que ça peut fonctionner face à la concurrence des importations massives qu'on vient de décrire? C'est un vrai défi, non? Ah oui, c'est la question clé, bien sûr. Le modèle repose sur plusieurs paris. D'abord, un coût de production qui serait potentiellement plus bas, grâce à une structure locale plus légère. Ensuite, une certaine agilité pour répondre à des besoins spécifiques du marché local, des niches peut-être. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, la formation elle-même. Former une main-d'œuvre qualifiée, des entrepreneurs capables. Même si l'école n'est pas rentable tout de suite, c'est un investissement à long terme pour le pays. Mais vous avez raison, la compétitivité immédiate face aux importations, c'est le gros point d'interrogation. D'accord, je vois mieux. Mais alors, pourquoi avoir choisi précisément les produits de nettoyage et les plastiques pour démarrer? Eh bien, un autre document apporte un éclairage là-dessus, avec le concept de synergie économique. Il décrit l'industrie des produits de nettoyage comme un véritable moteur pour d'autres secteurs. Un moteur. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ce secteur, qui peut paraître simple de prime abord, a la capacité de tirer, de stimuler directement plusieurs autres industries clés. D'abord l'industrie chimique, évidemment. C'est elle qui fournit les matières premières, les tensioactifs, les enzymes, les parfums, etc. Et la demande constante pour des produits plus efficaces ou plus écologiques aujourd'hui, ça pousse l'industrie chimique à innover. Par exemple, développer des ingrédients biodégradables. logique. Chimie d'abord, et ensuite, l'industrie plastique. C'est indispensable pour les emballages, les flacons, les bouteilles, les bouchons, les pulvérisateurs. Le secteur du nettoyage est un énorme consommateur d'emballages plastiques, donc il tire la production plastique. En particulier les techniques de soufflage pour faire les corps creux comme les bouteilles et d'injection pour les pièces plus complexes comme les bouchons. Ça pousse aussi l'industrie plastique à innover. Nouveaux matériaux, design plus léger, plus ergonomique, utilisation de recyclés. D'accord. Donc en commençant par le nettoyage, on tire la chimie et le plastique. C'est assez malin comme approche. Est-ce que la chaîne continue? Oui, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'industrie de la machinerie, des moules et de l'automatisation.
Pour produire en grande quantité ces produits de nettoyage et leurs emballages, il faut des machines précises et surtout des moules de haute qualité. Ces moules sont souvent fabriqués par usinage CNC, des machines-outils à commande numérique. Très important ça, le CNC. Et puis il faut des lignes automatisées pour le remplissage, le bouchage, l'étiquetage, le conditionnement, la recherche de cadence, de flexibilité, de qualité dans le nettoyage. Eh bien ça stimule tout ce secteur technologique. Donc, on développe aussi des compétences en mécanique de précision, en automatisation. Exactement. Sans oublier la recherche et développement pour améliorer constamment les formules, trouver des ingrédients plus efficaces, plus verts, concevoir des emballages plus durables. Et enfin, le secteur du recyclage et de l'économie circulaire. Avec cette utilisation massive d'emballages plastiques, l'importance du recyclage devient évidente, cruciale même. Les objectifs de durabilité, utiliser plus de plastique recyclé, concevoir des emballages recyclables, ça pousse à développer les infrastructures et les technologies de collecte, de tri et de retraitement des déchets plastiques. C'est fascinant de voir cette cascade d'effets, comment un secteur, au départ assez basique, peut en entraîner autant d'autres. Ça me fait penser à une idée qu'on voit dans d'autres schémas qui étaient fournis, celle d'une industrialisation par vagues ou en cascade. On commence par des biens de consommation de base, les consumer staples comme ils disent. Ils ont un marché local immédiat, stable, et leur production fait grandir naturellement les industries en amont, les fournisseurs comme la chimie, le plastique, et en aval la logistique, la distribution. Et aussi les secteurs connexes comme la maintenance, l'outillage, le fameux CNC dont vous parliez. Le chemin proposé serait donc produit de nettoyage qui tire les plastiques, qui nécessite des machines, CNC, maintenance, et après, potentiellement, on pourrait envisager des secteurs plus complexes comme les machines agricoles, une fois cette base industrielle et ses compétences établies. C'est tout à fait ça, c'est une vision systémique. Et cette idée d'une approche qui soit structurée, planifiée et soutenue par une entité qui coordonne un peu tout ça, on la retrouve de manière intéressante dans un autre document analysé. Celui-ci s'inspire des défis observés en Turquie et il propose la création d'un institut de l'industrialisation. Un institut de l'industrialisation. Oui, l'idée serait de centraliser l'expertise technique, par exemple l'analyse fine du commerce extérieur pour identifier les opportunités, l'ingénierie de production pour savoir comment fabriquer efficacement, l'aide pour accéder au financement, le prototypage rapide pour tester les idées. L'objectif est vraiment de guider activement les entrepreneurs locaux et de réduire drastiquement leurs risques d'échec, qui sont souvent très élevés au début. Ça ressemble beaucoup à une version plus institutionnalisée, peut-être plus large, de l'école de fabrication proposée pour le Togo. Mais le principe de base est le même, non ? Ne pas laisser les entrepreneurs isolés face à la complexité des marchés mondiaux, des choix technologiques, des difficultés de financement, mais leur offrir un écosystème de soutien intégré. C'est une réponse directe au constat qu'industrialiser seul, c'est très difficile. Absolument. Et c'est là que le parallèle historique avec la Turquie, évoqué dans les sources, devient vraiment pertinent. Il nous rappelle le premier plan quinquennal d'industrialisation mis en œuvre par la Turquie entre 1934 et 1938. Il faut se remettre dans le contexte. La jeune République turque sortait de la guerre d'indépendance, l'économie était en difficulté, très dépendante des importations. Et le gouvernement d'Atatürk constatait que les incitations destinées au secteur privé seul ne suffisaient pas à lancer l'industrialisation. Du coup, ils ont choisi une approche délibérément étatiste et planifiée. Très volontariste. Et sur quoi ce plan turc s'est-il concentré à l'époque? Il s'est concentré sur des industries jugées stratégiques. Le textile, les mines, le papier, la céramique, la chimie. Un peu comme les secteurs ciblés dans les propositions pour le Togo finalement. La priorité était donnée aux projets qui utilisaient des matières premières nationales et qui visaient à substituer les importations. Surtout les importations de biens de consommation essentiels et de biens intermédiaires. La logique de substitution aux importations était centrale. C'est une logique qui résonne fortement avec la situation de déficit commercial du Togo qu'on a décrite. Tout à fait. Et ce plan a été financé en grande partie par des ressources nationales, complétées par quelques prêts étrangers ciblés, un prêt soviétique pour une usine textile, un prêt britannique pour une aciérie, et ça a mené à la création d'usines qui sont devenues emblématiques en Turquie. Sumirbank dans le textile, l'aciérie de Karabük, la verrerie de Paşabahçe. Ils ont aussi créé des institutions pour soutenir tout ça, Itibank pour financer les projets miniers et énergétiques, l'Institut MTA pour la prospection géologique. C'était vraiment un effort coordonné.
Et quels ont été les résultats de ce plan quinquennal? Eh bien, cette période a coïncidé avec un renversement de la balance commerciale turque. Elle est devenue excédentaire entre 1930 et 1937 et le revenu national a connu une croissance significative. C'est une illustration historique assez forte quand même. Ça montre qu'une stratégie volontariste, planifiée, ciblée sur des secteurs clés peut donner des résultats tangibles, même dans un contexte international et national qui était difficile à l'époque. Et le point que vous soulignez sur l'importance de la formation technique et professionnelle, la TVET, comme on dit souvent, qui est identifiée comme cruciale pour le Togo dans plusieurs documents, c'était aussi un élément important du plan turc et de la proposition d'instituts d'industrialisation, si je comprends bien. Oui, absolument. L'accent mis sur la formation des techniciens, des ingénieurs, était essentiel. L'histoire turque, entre autres, montre bien que l'investissement dans le capital humain technique est au moins aussi important que l'investissement dans les machines elles-mêmes. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Bon, alors si on essaie de rassembler toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette analyse croisée? On a exploré le potentiel immense de l'intégration économique africaine avec la ZLECAf, mais on a aussi vu les défis très concrets, très réels de l'industrialisation pour un pays comme le Togo, avec sa forte dépendance aux importations. Et l'approche qui est suggérée, démarrée par des secteurs de base comme les produits de nettoyage et les plastiques, en s'appuyant sur une formation très pratique, très ciblée et sur une vision systémique des synergies entre secteurs, eh bien, ça semble reposer sur une logique assez solide et ça trouve même des échos historiques notables, comme on vient de le voir avec la Turquie. Oui, ce qui ressort de manière assez frappante de toutes ces sources, c'est cette tension. Une tension dynamique, je dirais, entre deux forces. D'un côté, il y a l'ouverture économique, la libéralisation des échanges, qui est prônée par des initiatives comme la ZLECAf. C'est la tendance globale. Mais d'un autre côté, il y a le besoin impérieux, vital, pour chaque pays de développer ses propres stratégies nationales, ciblées pour construire une base industrielle locale qui soit résiliente. Une base capable de répondre d'abord aux besoins internes et seulement ensuite, à terme, d'être capable de compétitionner sur les marchés régionaux et internationaux. Et les propositions comme l'école de fabrication ou l'institut d'industrialisation, ce seraient des moyens de naviguer cette tension? Exactement, ce sont des tentatives pour essayer de concilier ces deux aspects. Elles visent à créer les acteurs locaux, les entrepreneurs, les techniciens qualifiés, qui seront capables de saisir les opportunités offertes par cette ouverture des marchés. Mais en même temps, elles cherchent à corriger les faiblesses structurelles profondes, comme cette dépendance excessive aux importations qu'on a constatées au Togo. Le vrai pari, c'est de réussir à transformer la théorie des synergies sectorielles en une réalité économique concrète sur le terrain. C'est là toute la difficulté. Et ça nous laisse avec une question essentielle, je crois, pour approfondir la réflexion, une question qui reste un peu en suspens après avoir parcouru tous ces documents. Comment est-ce que ces initiatives locales, qui semblent prometteuses sur le papier, comme cette école de fabrication envisagée au Togo, comment peuvent-elles s'articuler efficacement avec les dynamiques plus larges, régionales et continentales, comme celle de la ZLESCAF? L'enjeu, c'est de maximiser leurs chances de succès, bien sûr, mais aussi d'éviter qu'elles ne mènent finalement qu'à une simple substitution de dépendance, mais à une échelle micro, sans qu'il y ait de véritable transformation structurelle de l'économie. C'est une interrogation fondamentale, je pense, pour l'avenir économique du continent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette analyse détaillée.